tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver sur School TV Le Mag, une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, on fait l'école ensemble. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. Retour sur la journée de la contraception. C'était hier, événement mondial, l'occasion de rappeler que contraception et avortement sont des droits. Mathilde Wessels vous raconte l'importance de cette journée dans un instant. La contraception masculine, ça existe, mais ça reste encore tabou. La vasectomie fait peur, mais il y a, vous le verrez, bien d'autres moyens. Pourquoi ne partage-t-on pas plus la charge mentale? Est-ce un phénomène franco-français? On verra cela dans un instant avec tous nos invités. Et puis, quelle éducation à la sexualité à l'école? Est-elle suffisante? Le nouveau ministre souhaite absolument la renforcer. Oui, mais comment? On en parle aussi dans cette émission. On est en plateau avec Danielle Assoun. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes gynécologue, obstétricienne, et vous avez été responsable d'un centre d'orthogénie. Centre d'orthogénie, c'est quoi? Alors l'orthogénie, c'est en même temps et la contraception et l'avortement. C'est la planification des naissances, des grossesses désirées ou non désirées. Et on est également en Skype avec Thomas Rixin, alias Bobika. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le dessinateur de la BD Le cœur des hommes. C'est édité chez Dargaud. On en parle dans un instant, juste après la loupe, avec Mathilde. Salut Mathilde. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de cette journée mondiale qui a eu lieu hier, effectivement, et qui a lieu donc tous les 26 septembre. Effectivement, cette journée donc, a pour but la réduction du nombre de grossesses non désirées dans le monde. Il faut savoir tout de même que chaque année, il y aurait 80 millions de grossesses non désirées, dont un quart se terminerait par des avortements qui ont lieu souvent dans des conditions difficiles et extrêmement précaires, entraînant 70 000 décès. Voilà pour les chiffres. Et ce serait donc une erreur de penser que les grossesses non désirées seraient l'apanage seulement des pays développés. Effectivement, les pays développés sont tout aussi concernés par ce fléau. Pour vous donner une idée, la moitié des grossesses seraient accidentelles et un tiers d'entre elles déboucheraient sur un avortement. C'est donc pour cette raison, pour endiguer ce phénomène, il faut plus de prévention concernant la contraception. Un autre chiffre aussi édifiant, un quart des jeunes de 15 à 24 ans a sa première relation sexuelle sans contraception. En 2022, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est un fait. En France, plus de 28 000 avortements ont lieu chez les filles de moins de 18 ans. Une information plus complète sur le sujet permettrait à un grand nombre d'adolescentes de ne pas subir justement ce genre de grossesse non désirée. Conséquence, le tout nouveau ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, justement, a fait part de sa volonté de remettre ce sujet sur la table à l'école. Effectivement, un rapport qui avait pour titre Éducation à la sexualité en milieu scolaire a dressé un constat sévère concernant les actions menées par le ministère sous Jean-Michel Blanquer. Moins de 15% des élèves bénéficient de 3 séances d'éducation à la sexualité pendant l'année scolaire en école et puis collège et lycée. Moins de 20% au collège, alors que c'est obligatoire. Ces 3 séances annuelles sont obligatoires et sont prévues par la loi. Et Pape Ndiaye, effectivement, a donc expliqué sur France Info vouloir respecter la loi et remettre le sujet de la sexualité sur la table. Et que préconise ce rapport ? Alors, d'après ce rapport, il importe aujourd'hui de maintenir l'éducation à la sexualité, de l'identifier clairement et effectivement de mieux la structurer. Il propose également d'introduire les notions d'éducation à la sexualité dans les programmes officiels de certaines matières, de formaliser fermement ces fameuses 3 séances annuelles, mais aussi de prévoir une information systématique des parents par les équipes de direction lors de la rentrée scolaire. Ça me paraît un peu difficile, mais ça c'est mon avis. Ou encore de mieux agréer les associations partenaires, sans oublier bien évidemment la formation sur l'éducation sexuelle du personnel enseignant, d'éducation, d'encadrement et d'inspection intervenant dans les établissements scolaires. Et si l'information ne vient pas à vous, vous pouvez aller la chercher sur plusieurs sites? Oui, 2 sites notamment, www.choisirsacontraception.fr, où il y a le site également du gouvernement, santépublique.fr. Vous avez le petit onglet Choisir sa contraception. Et pour les infos, on a également Thomas Rixin et Danielle Assoun en plateau. L'expression orale, c'est tout de suite. Daniel, merci encore d'être avec nous en plateau. Pourquoi cette journée mondiale de la contraception et du droit à l'avortement, est-ce que, d'après vous, elle prend tout son sens, notamment cette année, au vu de ce qui se passe, notamment aux États-Unis ? Alors, elle prend tout son sens, évidemment. Ça fait un moment déjà qu'on essaye de parler plus et mieux, surtout de la contraception. Elle prend son sens, en fait, dans le monde, de façon différente d'ailleurs dans les pays dits riches et dans les pays moins riches, puisque effectivement dans les pays dits en voie de développement, effectivement il y a une véritable carence et une véritable difficulté à l'accès à la contraception. Il y a aussi des lois qui ne sont pas toujours très favorables à cette
accès à la contraception dans certains pays. Alors évidemment, ça nous amène à l'avortement, mais aussi à la contraception, parce qu'à un moment aux États-Unis, il y aura aussi une espèce d'interdiction. Ça se poursuit. C'est un début qui, malheureusement, j'espère, ne va pas se poursuivre, mais en tout cas, il y a un début là de quelque chose, d'un recul véritablement. Donc c'est la prévention des grossesses, mais c'est aussi les avortements qui sont une façon comme une autre de ne pas garder une grossesse qu'on ne souhaite pas. Donc effectivement, ça a toujours un sens, peut-être un petit peu plus maintenant à cause des États-Unis, mais c'est effectivement quelque chose d'important d'en parler, mais surtout, je dirais, d'en parler bien. C'est pas la peine de parler de contraception comme ça, de façon un peu large, mais de savoir un petit peu ce qu'on dit sur la contraception et ce qu'on dit qui doit être juste. Scientifiquement parlant également. On va y venir dans un instant. Thomas Rixin, cette journée, d'après vous, elle a un impact? Ah oui, alors en ce qui me concerne, j'ai l'habitude de parler de contraception dite testiculaire, contraception thermique. Il y a énormément de travail à faire là-dessus. Il faut, à mon sens, responsabiliser les hommes sur ces questions-là. On a beaucoup de chemin à faire. Ça bouge depuis moi 6 ans Enfin, ça fait 6 ans que je suis contracepté et que je milite pour le développement de la contraception testiculaire. Je vois que les lignes bougent, mais il y a encore pas mal de boulot. On lit souvent, Daniel, que la meilleure contraception, c'est toujours celle que l'on choisit. Ça, c'est clair. On a cette... On peut le dire très clairement quand on fait, comme moi, depuis presque 40 ans maintenant, des consultations. Toute consultation que l'on oblige à prendre, on sait très bien qu'au bout d'un certain temps, elle sera abandonnée. Donc vraiment, une consultation de contraception, c'est d'abord et avant tout une consultation d'écoute, savoir ce dont elle a besoin, la jeune fille qu'on a en face de nous, la femme qu'on a en face de nous. Savoir aussi quelles sont les contre-indications médicales, parce que ça, c'est notre boulot à nous, de médecins et professionnels de santé en général, de ne pas mettre la santé en danger de ces femmes. Mais c'est surtout de voir aussi quelle est leur vie, quels sont leurs besoins. C'est pas pareil. On parle pas contraception exactement de la même façon à une femme qui vit en couple, à une femme qui n'a pas de rapport régulier, qui a une vie sexuelle épisodique. C'est pas tout à fait pareil, et ça justifie de modifier à chaque fois, à chaque consultation de contraception, en fait, il faut réévaluer la situation et voir où elles en sont, si ça correspond. La question que je pose toujours, c'est où est-ce que vous en êtes de votre contraception? Est-ce que ça correspond bien à votre vie actuelle? Est-ce que vous êtes bien avec? Parce que ça doit être confortable, une contraception, autrement ça ne peut pas être poursuivi. Mathilde. Quelle est la demande aujourd'hui chez les jeunes filles qui ont 16, 17 ans, qui commencent à prendre une contraception? Est-ce que la pilule a souffert d'un mauvais traitement, j'ai envie de dire, ou voilà, quels sont... Alors évidemment, il y a eu ce désamour, on parle beaucoup du désamour de la pilule, du désamour des hormones en général. Moi, j'entends aussi ça. En fait, elles prennent les contraceptions hormonales plus qu'on ne l'imagine. C'est vrai qu'il y a un réel désamour de la pilule, c'est vrai qu'elles n'ont pas envie, et on peut l'entendre, elles ont une relation à leur corps, à leur santé, qui n'est probablement pas la même que celle que nous avions à notre époque, où nous voulions vraiment éviter des avortements qui en plus étaient fort dangereux, et puis qui trouvions que cette pilule c'était vraiment la révolution. Mais c'était la révolution, c'était la révolution véritablement. Donc elles entendent aussi, quand elles savent que quand elles ont besoin d'une contraception très efficace, eh bien la contraception hormonale sera certainement tout à fait utile, mais on peut entendre aussi qu'à un moment elles en aient marre de cette pilule et qu'on passe à autre chose, et à ce moment-là il faut expliquer quelles sont les autres méthodes de contraception, quelles sont les autres méthodes possibles, si elles veulent des méthodes naturelles, parce que c'est effectivement ça qui se pose parfois, eh bien il faut expliquer comment ça marche ces méthodes, et non pas dire, parce que c'est totalement contre-productif de dire à une jeune fille mais non c'est nul ce que tu vas faire. C'est contre-productif. Il vaut mieux expliquer quel est le cycle, quelles sont les périodes fertiles, quels sont les risques, quelles sont les difficultés avec cette méthode. Parce que, pardon, je vous coupe 2 secondes, mais quand on parle de méthode naturelle, on parle du retrait.
Non, alors, Pardon, je rentre un peu dans le détail, mais c'est parce que... Alors, le retrait, c'est une méthode naturelle, puisque c'est le coït interrompu. Voilà. C'est naturel au sens où ça ne fait pas intervenir de produits médicaux. Mais quand on parle souvent de contraception naturelle, on parle de méthode pour arriver à trouver le moment du cycle qui est où une grossesse peut survenir. Et c'est-à-dire faire attention aux règles, en gros, entre le 10e et le 20e jour du cycle, mais il faut bien leur expliquer aussi que, évidemment, tout ça est différent quand on a des cycles très réguliers de 28 jours, ou quand on a, au contraire, des cycles très longs, où à ce moment-là, l'ovulation survient beaucoup plus tardivement, et que ça peut changer d'un mois à l'autre, d'où Et vous le avez côté le aléatoire. sentiment, Daniel, que ces jeunes, aujourd'hui, ils viennent voir des professionnels comme vous, ou qu'ils se contentent d'Internet? Les deux. Je dirais les deux. Évidemment qu'Internet, ça, c'est rassurant. maintenant, un interlocuteur En un clic, bien sûr. avec les bons côtés et les mauvais côtés. Il y a des très mauvais sites, il y en a qui sont plus ou moins bien faits. D'accord. Il y avait une étude américaine qui montrait que globalement, c'était quand même pas génialement bien fait, mais c'est vrai qu'elles utilisent... alors, elles viennent aussi nous poser des questions. Elles regardent les sites, puis elles viennent nous poser des questions, ce qui est évidemment extrêmement bien, parce qu'on complète, on modifie, on essaye de montrer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et donc, ce sont en général des consultations, en tout cas des entretiens, qui sont tout à fait productifs. On va demander ce qu'en pense Bobika, alias bien sûr Thomas Rixens, dessinateur, je le rappelle, de la BD Le cœur des hommes. La contraception, Thomas, c'est pas qu'une affaire de filles et de femmes, on l'a dit. Comment on devient un adepte du slip chauffant? Alors, mon parcours ressemble à celui de beaucoup de personnes qui sont devenues adeptes de la contraception testiculaire, à savoir ma compagne de l'époque, elle en a eu marre de prendre la pilule. Et on a à ce moment-là cherché une autre méthode de contraception. Pour moi, il était assez évident qu'il allait s'agir du dispositif intra-utérin, autrement appelé le stérilet. Et il s'avère que ma compagne, alors, ne voulait pas du tout, parce qu'elle avait des retours d'expérience assez négatifs de ses amis. Et on s'est trouvé quelques mois comme ça, à pas trop savoir, donc à alterner entre le préservatif et le retrait, sans être extrêmement satisfait. Et je suis tombé sur un article qui parlait de contraception testiculaire, à savoir la contraception thermique, qui est une méthode qui est connue depuis 40 ans aujourd'hui, et qui consiste donc à... C'est une méthode naturelle, on parlait de méthode naturelle tout à l'heure, qui consiste à réchauffer les testicules en les remontant dans une poche inguinale, donc qui se trouve au niveau de l'aine. Et ainsi, les testicules gagnent 2 degrés, ce qui empêche la production de spermatozoïdes. Comment vous vivez votre... vous l'avez dit, c'est depuis 2016, depuis 6 ans. Comment vous vivez votre nouvelle vie d'homme contracepté? Alors, c'est un point sur lequel je voulais revenir aussi. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise contraception, il n'y a que des contraceptions adaptées. Moi, je suis extrêmement satisfait d'être contracepté parce qu'au-delà de la contrainte que ça peut représenter, et c'est vrai que c'est une contrainte, il ne faut pas le nier, c'est aussi un confort, celui de savoir que je suis infertile et aujourd'hui, je ne peux pas procréer. On vous dit quoi autour de vous? Il y a encore des railleries, il y a encore de l'incompréhension? Il y en a eu beaucoup, il y en a de moins en moins parce que je pense que les médias font le travail de parler de tout ça. Donc ça a été dur au début, ça a été assez dur parce que c'est une méthode qui est très peu connue malgré son ancienneté. J'ai pendant un moment j'ai douté de ce que j'étais en train de faire, mais aujourd'hui, s'il y a des railleries, c'est moi qui en rigole un peu. Il y a toujours, si vous voulez, j'explique un peu ça dans la BD. Un rire défensif qui permet de mettre à distance les personnes à qui je parle. Elles s'évitent d'imaginer de se contracepter. Je suis désolé, il y a un petit retour dans les oreilles, j'ai du mal. On vous entend très bien, ne vous inquiétez pas, effectivement, Thomas. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, effectivement, les mentalités sont en train d'évoluer tout doucement, Daniel? Alors oui,
Oui, je pense. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ouais. Alors, évidemment, moi, étant gynéco-obstétricienne, je ne vois pas les hommes, hein, donc je n'ai pas la parole des hommes. Mais j'entends celles peut-être des des femmes retours, qui celles des parlent femmes. de leurs hommes. Oui. Donc, effectivement... Avec ce partage de la charge mentale qui est parfois Alors, évoqué? il y a chez les plus jeunes, en particulier, un véritable désir de partage qui n'existait probablement pas il y a une trentaine d'années, par crainte, avec cette idée que, finalement, la grossesse, c'était nous qui la portions, la subition quand elle n'était pas désirée, ainsi que l'avortement, et donc un espèce de manque de confiance. Mais je pense que dans certains couples maintenant et chez certains, dans les relations hommes-femmes, même si ça reste tendu, et c'est, à mon avis, un des gros problèmes de la contraception, c'est quand même un des problèmes de l'échec de la contraception, c'est les tensions entre hommes et femmes, les difficultés qu'il y a parfois à s'entendre sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Mais là, on sent vraiment un peu plus qu'un frémissement. Ce qui est dommage, c'est que la science n'a pas suivi. Effectivement, cette méthode est connue depuis une vingtaine d'années. Les scientifiques ne s'y sont pas beaucoup penchés. La méthode hormonale pour la contraception masculine existe aussi depuis même un petit peu plus que 20 ans, je pense. Et là aussi, c'est vraiment dommage. Là, je viens de voir récemment quand même quelque chose qui me semble positif, c'est qu'il y a un diplôme d'université à Marseille sur la contraception masculine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de se mettre en place pour former les professionnels de santé, en tout cas ceux qui existent pour le moment. On espère vraiment que les scientifiques vont pousser un petit peu. On s'en emparer effectivement un petit peu plus. Parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que les hommes vont vouloir prendre une pilule ou une contraception qui pourrait peut-être altérer leurs hormones ou leur fertilité? Eh bien, il va se poser exactement les mêmes problèmes que se posent les femmes, c'est-à-dire la crainte des effets secondaires, les réticences diverses et multiples. Oui, et comme les femmes sont en général plus tolérantes à la douleur ou aux effets secondaires, elles ont finalement... C'est pas que la pilule c'est mauvais, c'est pas qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, mais elles ont beaucoup supporté quand même. Oui, ça va se poser, mais je pense que là aussi, les choses évoluant, on va aller vers quelque chose de cet ordre. Il y a quelque chose qui n'a pas beaucoup bougé, par contre, c'est la stérilisation. D'ailleurs, masculine ou féminine. En France, on est un des pays qui avons le taux de stérilisation masculine. C'est un phénomène franco-français. Très bas. On a vu qu'aux Pays-Bas, je crois que c'est de l'ordre aux États-Unis aussi beaucoup. Au Canada, c'est la première contraception. Donc là aussi. Je vais aux Pays-Bas, c'est quand même pas très loin. Bon, après, c'est tout autre, effectivement. Donc là, c'est vraiment. Là, il y a vraiment une réticence des professionnels de santé. Mais il y a un côté réversible aussi. Irréversible, pardon. Il y a un côté réversible, mais pour les hommes, pour la vasectomie, il y a une proposition de conservation de sperme, par exemple. Ah, d'accord, ça je sais. Avant la vasectomie. Donc voilà. Pour les femmes, c'est un peu plus compliqué, mais on peut imaginer, c'est ce qui se passe aux États-Unis, des fécondations in vitro. Mais enfin, c'est un peu paradoxal de changer d'avis. Mais pourquoi pas? Thomas Rixens, pourquoi justement le dessin humoristique, d'après vous, cette forme d'autodérision, c'est le plus puissant des outils pour aborder ce thème qui est encore tabou, on le disait effectivement autour de ce plateau, qu'est la contraception masculine? Alors, l'humour, alors j'ai toujours travaillé avec l'humour et c'est un sujet qui me... les masculinités, la virilité, c'est un sujet que j'aime travailler justement par l'humour parce que ça décomplexe aussi beaucoup. Dire à des hommes que je me remonte les testicules, que je n'ai plus de testicules visibles, c'est aussi aller creuser sur cette question, mais qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que je veux montrer à voir? Et c'est ouvrir toutes ces questions-là. J'ai beaucoup de choses à dire, il se dit beaucoup de choses hyper intéressantes sur le plateau. Je pense que la contraception, on parlait de vasectomie tout à l'heure, c'est aussi une histoire de militantisme. J'ai lu et j'ai parlé avec une autrice qui s'appelle Élodie Serna, qui a étudié donc, toute l'histoire de la vasectomie. La vasectomie, il faut savoir que c'est un long combat qui a aussi en partie été mené en France, d'hommes qui souhaitent se contracepter, qui ne souhaitent plus avoir d'enfants. Et il faut savoir que la vasectomie, comme la ligature des trompes, a été légalisée en France en 2001 seulement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on poursuit un peu ce mouvement pour contredire un peu une société patriarcale qui fait peser la charge contraceptive sur les femmes et qu'il y a beaucoup d'autres moyens de se contracepter de manière naturelle, de manière réversible naturellement. Et
Et j'ai l'impression qu'il y a, oui, il y a beaucoup de travail à faire. Mais pour ce faire, il faut aussi questionner la virilité, les masculinités, la société patriarcale dans laquelle on vit et responsabiliser les hommes sur les questions de procréation. Thomas, vous avez beaucoup réfléchi effectivement sur la question. Vous racontez à travers cette BD Le cœur des hommes que vous avez fait aussi des rencontres pour le moins surprenantes, pour ne pas dire autre chose. Alors, je ne sais plus à quoi vous faites référence. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré donc les pionniers de la contraception testiculaire en France qui ont d'abord mis au point une contraception hormonale. Il faut savoir qu'une pilule pour homme a existé, même si on voit aujourd'hui des unes de journaux annoncer la venue d'une pilule masculine. Il faut savoir qu'elle a existé à la fin des années 70 et au début des années 80. Elle a été mise au point par un docteur qui s'appelle le docteur Soufir, qui est encore en activité sur Paris aujourd'hui, et qui était endocrinologue, qui recevait des femmes qui ne pouvaient plus accepter de contraception hormonale à cause de leur diabète, et qui a cherché comme ça à contracepter leur mari. Et sont arrivés donc des hommes qui se questionnaient eux-mêmes sur leur masculinité et sur leur parentalité, et qui lui ont dit ça tombe bien, on cherche à se contracepter, faites de nous vos patients volontaires. Et c'est ainsi qu'ils ont pris la pilule pendant près de 2 ou 3 ans. Donc c'était une pilule qui marchait. Il y a eu quelques couacs, mais c'est cette pilule qui a permis de mettre au point la contraception hormonale qui existe aujourd'hui et qu'on peut se faire prescrire. Donc c'est une piqûre par semaine. Et voilà. Et à côté de ça, donc, ils ont créé des groupes militants qui se questionnaient sur la contraception, sur les masculinités. Et à Toulouse, il y a un groupe de militants accompagné d'un docteur qui s'appelle le docteur Mieuxet, qui refusait les hormones de synthèse et qui ont commencé à chercher à faire des recherches sur ce procédé de contraception thermique et qui se sont aperçus qu'en se remontant les testicules, ça suffisait à bloquer la spermatogénèse, donc à bloquer la production de spermatozoïdes. Daniel. Je confirme complètement ce qui est dit là. Fin des années 70, c'est quand même surprenant qu'on se dise que sur cette pilule qui est apparue vers la fin des années 70, on se dit que c'est quand même particulier de se dire qu'elle ne soit pas plus connue, que les travaux n'aient pas continué. Ah oui, moi je crois qu'il y a un véritable refus. Là, alors vraiment, la domination masculine a prévalu, y compris au niveau scientifique, très clairement. Moi je me souviens très bien de Monsieur Soufir dont parle votre interlocuteur. Ouais. Ça fait des années qu'il travaille là-dessus, des années. Je pensais qu'il était à la retraite, mais il ne l'est pas encore manifestement. Mais effectivement, je pense que c'est la domination masculine et le patriarcat qui font que, alors qu'on avait quelque chose et qu'on aurait pu continuer à chercher, on s'est abstenu. Pour vous, c'est pas du tout médical, mais c'est dogmatique. Le grand argument scientifique, c'était de dire oui, mais les spermatozoïdes, il y en a beaucoup, ils se reproduisent en permanence, etc. Alors que chez la femme, c'est une fois par mois. C'est plus facile de bloquer une fois par mois que de bloquer une spermatogénèse en permanence. Ouais. Mais en fait, on a fait des choses autrement, à mon avis, plus compliqué. Ça, regardez en combien de temps on a quand même trouvé un vaccin, là. Donc il suffit de mettre les moyens. C'est pas ingérable. Non, je pense que là vraiment, ça a été... Et puis, probablement aussi que ce que pensent les hommes, j'espère, est en train de bouger par rapport à ça. Et que dans les années 70-80, c'était clairement pas mûr. Je crois que c'est clair. L'info en plus tout de suite. L'information en plus de Mathilde Wessels, et vous nous livrez une bonne nouvelle ? Oui, tout à fait. Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé plusieurs mesures cette semaine visant à améliorer la prévention autour de la sexualité et donc de la contraception. La fameuse pilule du lendemain sera enfin accessible gratuitement, sans ordonnance et à tout âge. Une mesure qui sera intégrée au projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu, elle, pour l'année 2023, car actuellement, les mineurs seulement ont accès à cette méthode de contraception d'urgence de façon gratuite et sans ordonnance en pharmacie, mais aussi auprès de leur lycée. Pour les 18-25 ans, la pilule du lendemain est remboursée avec ordonnance. Et le ministre a également annoncé vouloir agir pour un meilleur dépistage des IST, infections sexuellement transmissibles. Il sera rendu gratuit et sans ordonnance jusqu'à 26 ans pour les jeunes qui font partie de la population la plus touchée par ces infections. Actuellement, ce dépistage est libre uniquement pour le VIH. Daniel Assouline, on parlait justement du partage de cette charge mentale. Ça peut commencer à l'école avec justement cet apprentissage concernant la sexualité ?
Ah, je pense que ça peut commencer à l'école. Vous en parliez au début de l'émission, là, sur le fait et sur ce rapport qui montre que c'est pas bien fait. C'est pas que c'est pas bien fait, c'est que c'est pas fait souvent et pas fait très très bien non plus. Donc effectivement, il y a un vrai partage enfin, il y a de véritables connaissances à acquérir, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que entre savoir ce qu'il faut faire et le faire au moment où on est, je dirais, en action, savoir dire non, par exemple. On peut apprendre à dire non, mais de là à le dire au moment où il faudrait le dire, c'est pas toujours évident. Donc c'est pas simple, mais je pense qu'il y a effectivement toute une série de méthodes, de techniques qui permettent de le faire et qui permettraient effectivement quand même que les jeunes et les jeunes enfants même soient effectivement mieux mis au courant d'un certain nombre de choses. Mathilde. Comment fait-on, pardon, mais avec les familles où on ne parle pas du tout de sexualité, où c'est tabou, parce que ça existe aussi, c'est un problème, parce que l'école ne peut pas non plus régler tous ces problèmes-là. C'est toute la complexité de l'histoire. C'est que vous avez des familles où la sexualité se parle, ou même si elle ne se parle pas de façon très claire, c'est clair que c'est possible, c'est pas tabou. Et donc, effectivement, des études ont montré que chez les enfants ou dans les familles, on arrive à parler sexualité, ou on arrive en tout cas à ce que la sexualité, ça n'est pas quelque chose de tabou, de mauvais, eh bien, ces enfants-là ont moins souvent, par exemple, ces jeunes filles-là ont moins souvent de grossesses non prévues, voire des avortements. Et donc, c'est clair. Mais c'est sûr que c'est très difficile, effectivement, et il y a parfois un gap entre les familles, l'école, la religion parfois, et que ça pose problème. Mais bon, nous sommes dans un État laïque, alors... Soyez optimistes. Thomas, briser ce tabou concernant la contraception masculine, ça peut passer par l'école? Ça doit passer par l'école? Il le faut. Moi, je rêverais d'un système scolaire où on montrerait toutes les méthodes possibles et efficaces aujourd'hui. C'est ça, en fait, le but de mon travail. C'est pas de dire que la méthode de contraception thermique est la meilleure et qu'il faut absolument utiliser celle-là. Comme disait Daniel tout à l'heure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise contraception. Il y a juste des contraceptions adaptées aux différentes personnes. Mais j'aimerais juste dans l'éventail des contraceptions possibles, on y intègre le slip chauffant, l'anneau contraceptif, la contraception hormonale masculine, et qu'on puisse choisir en connaissance de cause. Et ce serait une belle avancée que d'en parler dès le collège, dès le lycée. Pardon Thomas, j'ai lu tout à l'heure que l'anneau contraceptif, il avait été retiré. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je sais pas. Alors, Daniel, vous savez? Là, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous appelez l'anneau? Ah, expliquez-nous. Parce que moi, je connais Thomas, l'anneau contraceptif, tout à fait. Hormonal. Oui. Alors, non, il n'est pas hormonal. L'anneau contraceptif, si vous voulez, je vais essayer d'être rapide. La contraception thermique, elle naît donc au début des années 80 avec un slip qu'on a appelé le roman de couille toulousain, parce que c'est un slip suspensoire qui permet de remonter et de maintenir les testicules au chaud. Et il y a quelques années de ça, donc en 2018 ou 2019, Maxime Labrite, qui est un militant, a créé l'équivalent du slip, si vous voulez, mais en version beaucoup plus réduite, à savoir, c'est un anneau de silicone dans lequel on fait passer sa verge et son scrotum, et qui se maintient à la base de la verge et qui maintient les testicules dans la poche inguinale, donc au niveau de l'aine. C'est ce que j'appelle l'anneau. Et cet anneau-là n'a pas subi les essais cliniques nécessaires à sa mise sur le marché. Maxime l'a fait en connaissance de cause. Il voulait aussi interpeller sur le manque d'aide, on en parlait tout à l'heure, des pouvoirs publics et des industriels pour le développement d'une contraception testiculaire. Et l'anneau a été retiré de la vente en décembre dernier. Et on est aujourd'hui à la recherche de fonds pour financer donc ces essais cliniques. Et on espère une remise sur le marché de l'anneau à horizon 2026. Voilà. Effectivement, c'est bien de cet anneau. Je me suis dit, bon, je l'avais lu et il me semblait qu'effectivement, il avait été retiré, en tout cas de la vente. Merci en tout cas à tous les trois. Merci pour ces échanges. Merci à vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on n'attende pas le 26 septembre encore 2022, 26 septembre 2023 pour reparler contraception. J'espère que vous reviendrez très vite, ma chère Daniel. Et vous, Thomas, sur ce plateau, avec bien évidemment Mathilde Devessel. Je vous passe une excellente journée à notre compagnie. Et je reprécise la BD effectivement de Bobika, Le cœur des hommes, c'est édité chez Dargaud. Je vous la conseille très chaleureusement. Excellente journée à notre compagnie.